Pour moi, la révolution sexuelle 2.0, c'est vraiment tous ces comptes qui forment un espèce d'énorme mouvement qui sont nés post-MeToo entre Twitter et Instagram. C'est ce qu'on appelle aussi la révolution sexuelle à coup de hashtag. Donc t'as joui, je m'en bats le clito, jouissance club, merci beaucoup, gang du clito, clit revolution. En fait, il y a vraiment eu un besoin de s'exprimer sur les questions liées à la sexualité qui sont des sujets tout simplement tabous. Et ça s'est fait sur les réseaux sociaux. Donc oui, j'ai l'impression d'appartenir à ce mouvement, parce que moi j'ai envie de parler de mouvement. Mais c'est surtout le reflet de la société, c'est le reflet d'un besoin de parler de ces sujets-là, c'est le reflet d'en parler. C'est le reflet du besoin surtout d'en parler de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on n'y va plus avec des pincettes, on s'excuse plus d'avoir des poils, d'avoir des bourrelets, de juste être humain et humaine, accessoirement. Donc oui, c'est avec fierté que je peux vraiment dire que j'appartiens à ce mouvement et qu'on a répondu à un besoin sans le savoir. Il y a eu quelque chose, c'est parti de nous. À chaque fois, si tu demandes à chaque personne qui a créé un compte, il y a eu un élément déclencheur de... Voilà, ça a travaillé, ça a bourgeonné depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, à un moment donné, t'exploses et t'en peux plus. Parce que, pour ma part, j'ai eu besoin de créer le contenu qui, moi, m'avait manqué pendant 21 ans de vie. Le déclic a été deux choses. La première, c'est que j'ai fini mes études en restauration, donc qui est quand même un milieu très sexiste et très machiste. Donc je pense que je commençais à peine à digérer tout ce qui m'était arrivé comme remarques, comme comportement, comme trauma pendant 4 ans. Et l'autre déclic, ça a été vraiment une discussion que j'ai entendue de mes 4 meilleurs amis qui parlaient de sexe entre eux sur un canapé en lendemain de soirée. Et en fait, ils racontaient n'importe quoi. Et en fait, ils s'échangeaient des tips sur comment faire jouir une femme. Et je suis restée pendant 2 heures, comme ça, en sidération totale de « qu'est-ce que vous racontez ? C'est quoi ce bordel ?» Donc à ce moment-là, il y a un truc qui s'est vraiment cristallisé de « je comprends pourquoi tout ça existe ». C'est parce que nous, on communique pas, nous, on fait semblant, nous, on a honte, on parle pas des vrais sujets, on n'a pas assez exploré notre sexualité, donc on n'est pas assez capable de leur dire « écoute, voilà, moi, ce qui me fait kiffer, c'est ça ». Et d'une autre part, eux se nourrissent aussi vachement de je pense que, on m'a dit que, telle personne était comme ça, donc forcément elles sont toutes comme ça. Donc il y a eu vraiment ces deux éléments-là qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai dit mais c'est pas possible. Et je me reconnaissais pas dans la langue française, je me reconnaissais pas dans les insultes, je me reconnaissais pas dans les expressions qu'on pouvait utiliser au quotidien. Quand on disait je m'en bats les couilles, concrètement j'avais pas de couilles. Quand on disait non mais alors toi franchement t'as des grosses couilles, hein. Je me reconnaissais pas non plus là-dedans. Les expressions françaises ça insulte soit le corps des femmes, soit les mères, soit les prostituées, soit le sexe des femmes. Donc il y avait vraiment aussi un travail à faire sur se réapproprier la langue française et pas attendre qu'elle change, mais tout simplement créer et utiliser les expressions dans lesquelles moi je me sens à l'aise et les expressions qui me correspondent. Parce que pour moi, on avance et la langue et la société avancent après. Mais en fait, il y a vraiment un travail à faire de ne pas attendre et de tout simplement, moi j'ai créé les expressions qui me manquaient. L'éducation sexuelle est presque inexistante. J'ai pas envie de faire de généralité parce que moi j'ai des témoignages super de profs qui faisaient un taf démentiel justement pour faire de l'éducation sexuelle dans les écoles. Mais il est vrai qu'elle n'est pas démocratisée en tant qu'éducation. C'est encore considéré comme le petit truc si tu as de la chance d'avoir ce prof-là ou cette prof-là. C'est pas vraiment la base. Alors que pour moi, l'éducation sexuelle, c'est pas pour rien que ça s'appelle éducation sexuelle, c'est que ça fait partie tout simplement de l'éducation. Alors, est-ce que ça doit se faire entièrement à l'école ? Je ne pense pas. Est-ce que ça doit se faire entièrement à la maison ? Je ne pense pas. Pour moi, voilà, il y a un mix entre ce que tu apprends, les choses sur lesquelles tu te renseignes, tes discussions entre potes, tes expériences, l'école, est-ce que tu apprends à la maison ? Mais l'éducation sexuelle aujourd'hui est vitale. Moi, je vois toutes les conséquences que peut avoir la pornographie mainstream aujourd'hui sur les adolescents. C'est catastrophique. C'est aujourd'hui, en fait, du fait qu'il manque toutes ces plateformes-là d'éducation sexuelle, beaucoup d'ados se réfugient dans la pornographie et considèrent les plateformes de pornographie comme un contenu d'éducation sexuelle. Et là, c'est un carnage. Donc c'est pour être un bon coup, pour qu'elle kiffe ou qu'il kiffe, pour qu'on ne se foute pas de ma gueule, le sexe c'est ça, il faut que je fasse ce que je vois dans la pornographie. Alors que même les acteurs et les actrices porno disent eux-mêmes, mais en fait on est acteurs. C'est un film pornographique, c'est pas un documentaire pornographique, c'est des acteurs, c'est pas des personnes qui viennent témoigner ou qui viennent, on n'est pas en immersion dans leur vie sexuelle. Pour moi, le problème n'est pas dans l'humour, il est plus dans la peur et dans le fait que ça soit tabou pour la majorité des personnes. La raison pour laquelle aujourd'hui beaucoup ne se sentent pas ou décident de ne pas faire d'éducation sexuelle ou décident de zapper justement les deux chapitres sur le plaisir et je sais pas quoi, c'est justement parce que pour ces personnes-là, même c'est tabou.
Donc en général, et même pour les parents qui se sentent mal à l'aise ou ne font pas d'éducation sexuelle avec leurs enfants, c'est parce que pour eux-mêmes, c'est un sujet tabou. Et c'est là que intervient la question de la déconstruction. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que je fais, c'est pas ciblé pour certaines personnes. C'est-à-dire que ça va décomplexer les parents qui, derrière, vont pouvoir faire de l'éducation sexuelle. Ça va décomplexer les ados eux-mêmes pour qu'en fait, ils osent peut-être entamer certaines conversations qui, jusque-là, étaient considérées comme « mais moi, vivante, jamais je parle de ça ». C'est global, c'est intergénérationnel. Voilà, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'âge. Pour moi, c'est accessible pour tout le monde. Et c'est surtout une façon décomplexante d'aborder la sexualité. Parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il faut rendre ce sujet sérieux, compliqué, grave. C'est fun. Et si ça ne l'est pas, il faut que ça le devienne. Je suis vachement en contact avec les personnes qui aujourd'hui ont 11, 12, 13, 14, 15 ans, qui sont considérées comme la génération d'après, mais que moi j'ai envie d'inclure dans ma génération. Parce que c'est des personnes qui sont encore plus déconstruites sur toutes les questions d'identité de genre, d'orientation sexuelle, d'orientation romantique. Quel est ton sexe, quel est ton genre, la non-binarité, le spectre, toutes les questions de grossophobie, toutes les questions de trans... Enfin, il y a tout un tas de sujets qui sont complètement démocratisés et qui sont surtout clairement calqués dans leur mode de vie. C'est-à-dire que c'est pas on se pose, on parle de ces sujets-là, c'est ces sujets-là font partie de ma vie. C'est dans la bio Instagram, il y a ton prénom, la ville où tu habites, ton genre, ton orientation sexuelle, ton orientation romantique et les pronoms que tu veux qu'on utilise pour être sûr qu'on ne te mégenre pas et il y a une forme de respect, parce que ça peut être un traumatisme horrible. Ça, j'adore. Là où nous, on met la boîte dans laquelle on bosse, un emoji et notre adresse mail, on repousse encore plus les limites et les codes du respect de l'autre, qui n'est ni plus ni moins qu'une certaine forme de savoir vivre ensemble. Et c'est ça que je trouve vachement beau. Donc là où moi, ma génération, c'était vachement compartimenté. Il y avait genre les véganes d'un côté qui étaient un peu relous, ceux qui se battaient pour la forêt en Amazonie, les relous, les féministes qui étaient vraiment méga chelous, ceux qui s'habillaient que en trucs de fripe. Et c'est chacun juger les autres et tout. J'ai l'impression que la génération d'après, enfin, les personnes qui aujourd'hui ont entre 12 et 18 ans, sont quand même vachement au taquet. J'ai pas d'autres mots. Ils sont vachement au taquet. Ils sont vachement alertes. Les questions d'écologie, de politique, de social, d'égalité des genres. J'aime le fait que pour ces personnes-là, ça soit urgent. Tout est urgent. Il n'y a pas d'espèce de pyramide comme à mon époque où il y avait OK. Alors déjà d'abord on essaie d'avoir un bon taf. Ensuite potentiellement si on a un peu de temps on sauve la planète. Potentiellement s'il nous reste vite fait un petit peu de temps on essaie d'avoir l'égalité entre les hommes et les femmes et les personnes non binaires. Non, là il n'y a pas de pyramide, il y a juste un état des lieux. Tout est urgent. On va fonctionner tous et toutes ensemble et ça va bien se passer. Et ça j'adore.